Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. La France doit-elle faire encore plus pour se faire accepter de l'Afrique? Beaucoup d'Africains disent ne pas croire à la sincérité du nouveau discours de Paris dévoilé par la présente tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique. Retrouvons Sidikou Harouna. Pour moi, le moment que nous sommes en train d'inaugurer consiste à aller au bout du changement et d'être exigeants avec nous-mêmes. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, notre handicap. Emmanuel Macron a à nouveau entamé un périple en Afrique à peine 6 mois après sa dernière visite sur le continent noir. Cette fois, sa mission va au-delà du seul cadre sécuritaire, comme l'a été sa dernière visite. Le numéro 1 français vient vendre la nouvelle stratégie politique de son pays sur le continent africain, qui, depuis un moment, ne cesse de lui tourner le dos. Au cœur de cette orientation, moins de présence militaire française en Afrique et plus de collaboration. Nombre d'analystes sur le continent noir ne croient pas à ces discours novateurs. Au rang de ceci, M. Michael Zodi. Pour l'altermondialiste, Macron n'a fait que prêcher dans le désert. C'est une opération de charme. Et cette opération de charme ne marchera pas. Il dit qu'il ne va plus apporter des soutiens aux dictateurs. Ça veut dire qu'il apporte ses soutiens aux dictateurs-là. Ça veut dire qu'il joue un jeu trouble. Ça veut dire que pour la déstabilisation, il déstabilise nos pays pour amasser nos ressources. Donc c'est clair, nous avons compris ça. Et c'est même pas qu'il a prêché dans le désert. Nous ne l'avons même pas entendu. Nous ne savons même pas qu'il est en déplacement. Parce que ça là, c'est pas pour nous apporter du bien. Et nous ne croyons pas à son discours. L'acteur de la société civile estime que la situation actuelle, faite du rejet de la France par les Africains, est le fruit de leur combat contre la politique néfaste de la France-Afrique. Un combat qu'ils ne sont pas prêts de cesser. La lutte que nous sommes en train de mener est en train de porter ses fruits. Il y a quelques années, ou bien un an de cela, nous avons demandé le départ des troupes françaises sur les territoires du Sahel parce qu'il n'y a pas de résultats probants. Après, le Mali les avait chassés, ils sont revenus au Niger. Et aujourd'hui, on change de nom de Barkhane, on donne un autre nom. À partir de ce nom, encore aujourd'hui, on fait un autre discours pour dire qu'il y aura cogestion au niveau de ces bases-là. Donc, ça veut dire que de plus en plus, les autorités françaises sont conscientes effectivement de ces sentiments du rejet de la politique française en Afrique. Pour l'altermondialiste, il en faut beaucoup pour que la France arrive à redorer son blason en Afrique. Elle doit, selon lui, commencer d'abord par cultiver des relations saines, sans hypocrisie aucune, basées sur le respect mutuel. Le ministère en charge de l'environnement et de la lutte contre la désertification, de concert avec ONU Femmes, a organisé ce matin au Palais des Congrès de Niamey une rencontre axée sur le thème genre et changement climatique. L'objectif de cette rencontre, qui se tient en marge des travaux de la 9e session régionale, est de relever le rôle combien important que peuvent jouer les femmes dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Ablaziz Mahamadou. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du groupe africain de la Coalition mondiale pour vaincre Dutch dans le Niger. C'est en marge des travaux de la 9e session régionale africaine sur le développement durable que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a jugé utile d'organiser cette rencontre autour du thème genre et changement climatique pour refléter l'importance de la femme dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. La thématique du changement climatique est quelque chose de transversal et qui, toutes les contraintes aujourd'hui climatiques que nous connaissons sont unanimes pour dire que tous les problèmes que nous avons découlent d'une grande partie des effets liés au changement climatique. Et ce cet événement aujourd'hui nous permettra de voir comment est-ce qu'on peut intégrer le genre, quelles sont les perspectives avec le genre, quelles sont les solutions
et quels sont les défis. La rencontre est organisée de concert avec ONU Femmes et ce, partant d'un constat effectué par les responsables. Relever le niveau de vulnérabilité de la femme vis-à-vis des effets néfastes des changements climatiques, mais également ces mêmes études ont montré la grande contribution que peut apporter la femme, non seulement dans la recherche, mais aussi dans la mise en œuvre de solutions idoines pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Pour mieux informer, mieux enrichir les réflexions, le ministère a fait appel à l'expérience de la République arabe d'Égypte en la matière. Comme vous le savez, la République arabe d'Égypte a abrité tout dernièrement les travaux de la 27e COP sur les changements climatiques. Et à l'issue de cette COP, une initiative en lien avec les femmes et les changements climatiques a été lancée. Donc nous avons bien voulu capitaliser cette expérience pour la faire connaître, la faire porter à la connaissance du public au Niger, afin que véritablement ça puisse servir, pourquoi pas, de leçons apprises pour les acteurs intervenant dans le domaine du changement climatique. Le ministère en charge de l'environnement renforce ainsi les capacités des concernés afin de relever le rôle combien important que les femmes sont appelées à jouer pour une meilleure prise en compte des effets néfastes du changement climatique sur l'environnement. Ouverture ce matin de l'atelier national sur l'état des lieux des sous-secteurs de l'entretien routier au Niger et les propositions du compact régional organisé par le Millennium Challenge Account à travers l'unité de formulation du compact régional Niger. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Mamadou Djori. Le présent atelier est organisé par la cellule d'appui au Millennium Challenge à compte MCA Niger à travers l'unité de coordination et de formulation du compact régional Niger. Il aura pour objectif de faire l'état de lieu du sous-secteur de l'entretien routier au Niger et faire des propositions du compact régional Niger dans le cadre de l'entretien périodique des routes. Le présent atelier est le premier d'une longue série que nous allons organiser autour de la problématique de l'entretien routier au Niger. En tant que partie prenante et experts nationaux, il est donc une tribune qui vous est offerte pour nous donner vos avis et suggestions sur l'état de lieu du réseau routier national, l'identification des acteurs physiques et institutionnels dans la mise en œuvre des travaux d'entretien périodique des routes, leur rôle et leurs responsabilités, les accords d'entité à créer dans le cadre de la mise en œuvre du fonds incitatif d'entretien routier, les conditions d'une pleine opérationnalisation des organes et structures à créer ou créer déjà dans le cadre de la réforme de l'entretien routier pour une exécution efficace des travaux d'entretien routier, y compris la gestion des contrats, le suivi des performances et la vérification des travaux, l'élaboration d'un schéma directeur routier et d'un plan quinquennal périodique d'entretien routier. Ce compact qui a pour objectif de réduire la pauvreté par la croissance économique va impliquer deux pays, à savoir le Niger et le Bénin. Communément appelé le compact régional de transport Bénin-Niger, porte sur un montant d'à peu près 504 millions de dollars américains, dont 302 millions pour la partie nigérienne et 202 millions pour la partie béninoise. Le MCC fournira une assistance qui renforce la bonne gouvernance, la liberté économique, les investissements pour le peuple nigérien. Ce programme soutient les efforts du gouvernement du Niger dans le cadre des réformes politiques, mais aussi institutionnelles, qui vont favoriser les investissements transformationnels. Le compact régional Niger est un programme d'investissement qui comprend deux projets. Le projet d'infrastructure du corridor, qui a pour objectif la réhabilitation de la route Niamey-Dosso et l'entretien périodique du réseau routier national. Le deuxième projet, c'est le projet ECO, comme ça vient d'être annoncé, qui a pour objectif l'amélioration de la gestion du secteur du fret et l'amélioration des procédures douanières pour accroître le marché régional. Cependant, force est de constater que le réseau routier a connu une évolution remarquable
des indépendances à nos jours. Le linéaire de ce réseau routier est passé de 3 000 km en 1960 à plus de 21 000 km en 2022. C'est dire toute la problématique quant à l'entretien et la sauvegarde de ce patrimoine routier chèrement acquis par l'État du Niger avec l'appui de ses partenaires. Il est attendu de ces assises de 2 jours des propositions et recommandations qui vont permettre une meilleure exécution des activités de l'entretien routier au Niger en vue de l'atteinte des objectifs communs de notre pays et du MCC, à savoir la réduction de la pauvreté à travers une croissance économique inclusive et durable. Ouverture cet après-midi à l'hôtel Bravia de Niamey de la réunion des hauts fonctionnaires du groupe africain de la coalition globale pour vaincre Daesh. C'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence des représentants des États-Unis, de l'Italie, du Maroc, de plusieurs responsables militaires et invités de marque venus pour la circonstance. Retrouvons Ablaziz Mamadou et Ibrahim Idi. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du groupe africain de la coalition mondiale pour vaincre Daesh dans le Niger, les États-Unis, le Maroc et l'Italie assurent la coprésidence. Dans leurs interventions respectives, les représentants de ces 3 pays ont réaffirmé la disponibilité de leur État dans la recherche de solutions aux conséquences multiples que constitue le terrorisme pour la sous-région et le monde en général. Il a été initié en 2021 et vise à la mise en place de programmes de renforcement des capacités civiles pour aider à faire face à la menace de Daesh en Afrique et de synchroniser ses efforts avec les initiatives existantes sur le terrain. Il est fondé sur un engagement des membres et des pays partenaires à respecter pleinement le droit international et à agir en étroite coordination avec les initiatives existantes, telles que la coalition internationale pour le Sahel, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, ainsi que les autres initiatives dans le cadre de la CEDEAO, de la SADC, de la CEAC, etc., dans le cadre d'une approche globale pour éviter toute duplication des efforts. Le Niger reste engagé dans la coopération conjointe pour la réalisation d'une stabilité, d'une paix et d'une société durable dans l'intérêt du continent africain, a indiqué le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Le Sahel, mesdames et messieurs, il faut le comprendre, est dans le voisinage immédiat du bassin méditerranéen, ce qui en fait une zone sensible tant pour ces pays que pour l'Europe, que pour le reste du continent africain, en raison des capacités de ramification de ces groupes terroristes et les violences qu'ils génèrent. Ici donc se joue la paix et la sécurité mondiale. Il est important que cette partie du monde retiennent toute l'attention requise pour bénéficier davantage du soutien nécessaire pour vaincre ces groupes terroristes qui sèment la mort et la désolation et accentuent la pauvreté parmi les populations des zones affectées. Il est essentiel de combiner à cette stratégie militaire un autre volet mettant tout autant l'accent sur la bonne gouvernance, l'état de droit, la réforme du système judiciaire et l'implication de la société civile. Les discussions de Niamey vont certainement servir de base pour articuler une mission sur ce qui peut être fait ou pas, fixer les priorités propres aux pays africains et renforcer la coordination et les partenariats régionaux en gardant à l'esprit le contexte sous-régional et local ainsi que les nombreuses formes que revêt la menace.
La société de transformation alimentaire STA a procédé hier après-midi au lancement d'un nouveau produit nommé Vitamil Plus. Conçu à base de produits locaux, Vitamil Plus est dédié aux enfants et contribue à lutter contre la malnutrition au Niger et dans la sous-région. Les détails avec Aboubakar Amadou et Ablaziz Jibrila. Vitamil Plus, c'est la marque de produit que la société de transformation alimentaire STA, en collaboration avec ses partenaires, met sur le marché pour la consommation. Farine infantile fortifiée en vitamines et en minéraux, fabriquée à base de produits locaux, Vitamil Plus, dont la présente cérémonie marque son lancement officiel, contribue à l'amélioration du statut nutritionnel des populations touchées par la malnutrition au Niger et dans la sous-région. Vitamil Plus, c'est une farine lactée fortifiée qui est destinée à, on va dire, combler le manque nutritionnel des enfants de 6 mois à 24 mois et qui vient compléter, on va dire, l'allaitement de l'enfant à ce stade de sa croissance. L'objectif de ce produit qui se retrouve aujourd'hui essentiellement dans quasiment toutes les officines de pharmacie de la place, mais également au niveau de certains distributeurs, de certains grossistes, de certaines boutiques ou en tout cas de certains points de vente dans la ville de Niamey dans une première phase. Et dans une seconde phase, nous allons faire le déploiement dans toutes les régions du Niger. Ceux qui ont eu à goûter ce produit apprécient la qualité de Vitamil Plus et saluent cette innovation dans le domaine de l'entrepreneuriat industriel au Niger. Je viens de goûter Vitamil Plus. Il est seulement délicieux, même pour les grandes personnes, à votre exemple pour les enfants. Donc ce que j'ai aimé ici, c'est que ce n'est pas trop sucré. Donc ça peut convenir à tout le monde, pas trop de sucre. Et également le goût de l'arachide qu'on sent. Nous tenons en tout cas à saluer cette initiative et en tout cas nous pensons que les autorités vont soutenir cette initiative, les partenaires vont soutenir cette initiative et que en tout cas le secteur privé, en tout cas toute la population va les accompagner pour que d'ici là, cette société-là puisse connaître véritablement de l'ampleur et qu'il puisse nourrir pas seulement le Niger, qu'il puisse même nourrir la sous-région. Depuis sa constitution en 2001, la société de transformation alimentaire STA, installée à Niamey, s'est donné comme mandat de nourrir les enfants et participer au développement économique du pays, faisant d'elle la première unité industrielle certifiée ISO 9001 puis ISO 22000 et validée par le système de contrôle de la qualité des Nations Unies. L'école primaire Pays-Bas a reçu ce matin la visite de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Cette visite a été couplée à la réception du centre communautaire numérique. Le compte rendu avec Souleymane Ousmane et Rabiou Labou. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, a consacré une partie de son séjour à Niamey aux côtés des élèves de l'école primaire Pays-Bas victimes de l'incendie de avril 2021 et nouvellement réhabilités par les Nations Unies. La diplomate onisienne est rentrée en contact direct avec les élèves de l'école primaire Pays-Bas avec près d'une heure d'échange avec ses enfants. La présence ici à Niamey de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies a également apporté ses fruits avec la réception de ce centre communautaire numérique, un centre équipé et moderne à la grande satisfaction des partenaires du Niger en matière de l'éducation. L'école primaire Pays-Bas, avec un effectif de 921 élèves et 30 enseignants, est réhabilitée par le système des Nations Unies avec à la clé 23 classes en matériaux définitifs et équipés, ainsi que de la construction de plusieurs autres infrastructures. Le fondateur de l'école primaire CSP Kokaina s'est prononcé cet après-midi sur la fermeture de son école située en face de la Nigélec à Châteauneuf par les agents des impôts. Retrouvons Souleymane Ousmane et Luc Ouga pour les explications. Oui, ce soir, après la descente, donc, je suis rentré à la maison pour me reposer. Je me suis reposé et quand je me suis réveillé vers 18h,
je vois un appel en absence de mon gardien. Je le rappelle, il me dit que les agents des impôts sont venus fermer l'école. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, ils sont venus et ils ont dit de venir à l'aéroport pour procéder au paiement. Bon, après ça, j'ai regardé dans les numéros d'appel en absence, j'ai vu un numéro. J'ai appelé le numéro qui m'a appelé. Je l'ai rappelé et ça se trouve être l'agent qui est venu fermer. Maintenant, je lui ai demandé qu'en est-il exactement. Il me dit non, qu'il doit se présenter demain matin à l'aéroport. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je veux, c'est que nous sommes en composition. Donc les épreuves sont dans les bureaux. De venir ouvrir demain matin, dans tous les cas, je suis là, je vais passer là-bas. Ou bien de venir même, qu'on se rencontre à l'école, je vais lui montrer les papiers dont ils auront besoin. Alors il m'a dit non, c'est fini, lui, ils sont déjà descendus, donc il n'y a plus rien à faire, il faut que j'attende demain matin. Or, demain matin, nous sommes en composition, nous avons déjà commencé depuis ce matin, demain on continue, et les épreuves sont dans les bureaux. Donc c'est vraiment un désagrément qu'on vient de nous créer. Donc je ne peux pas comprendre qu'une école qui est là, qui ne bouge pas, qui fait de l'éducation, qu'on vienne, on ne dit pas qu'on ne paye pas les impôts, on n'a pas refusé de payer les impôts. C'est un devoir civique, nous allons le faire. Il arrive souvent que nous soyons en retard. Mais avec la compréhension, on peut parvenir à tout ça. Mais venir fermer une école sans avoir de discussion préalable avec les responsables de l'école, je trouve que c'est vraiment trop méchant. Le volet reportage de cette édition est consacré au doute dans la foi, un sentiment d'hésitation pouvant entacher la foi du croyant musulman. Aïcha Aboubakar pour les explications. L'incertitude, le soupçon, l'hésitation sont là quelques manifestations du doute. Un sentiment qui, selon Diaw Rahman, enseignant en études islamiques, et le prédicateur Oumarou Dodo, peut être défini de manière suivante en islam. C'est des suggestions des shaitans et des insufflations du diable. Son objectif, c'est de nous ramener à douter même. Exemple, peut-être ça peut être sur la création, sur l'existence même d'Allah, sur l'existence même ou bien sur la véracité même des livres révélés par Allah, tels que le Coran, etc. Le doute, qu'on appelle en islam ashak, est le contraire de al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude. Ainsi donc, le doute consiste à avoir des illusions dans sa pensée, d'avoir un peu un comportement dans les idées qu'on a par rapport à une chose qui ne sont pas claires. Et cela conduit à l'être humain à ne pas être juste dans l'appréciation qu'il aura de la chose. Un sentiment négatif également, pouvant entacher, voire enrayer la foi du croyant selon son degré de gravité. Si la personne a le doute, alors elle touchera sa foi et à un moment cela peut le conduire à l'hypocrisie ou à la mécréance suivant le niveau d'appréciation, le degré de ces doutes dans le cœur du serviteur. Et que dès que la personne doute à propos d'une de ces piliers-là de la foi, ou bien d'une chose qui est fondamentale dans la religion, c'est que la personne sort même de la religion. C'est-à-dire qu'il devient mécréant en un mot. Donc dès que le doute là, et qu'on doute jusqu'à ce qu'on l'a consommé et qu'on travaille en conséquence de ça, ça veut dire qu'on n'est plus musulman. Mais qui néanmoins peut être refoulé et dominé grâce à la mise en pratique et au maintien de certaines actions recommandées par l'islam. Certains savants recommandent de lire Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, parce que là c'est le monothéisme pire. Il est en train de te pousser à douter d'Allah ou bien de quelque chose qu'Allah a amené. Tu lis Ikhlas, il va partir, Inch'Allah. Ou bien, au cas où ça ne marche pas, il faut même renouveler ton attestation. Dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah encore. Elle doit, à chaque fois que le doute vient, l'accepter d'abord. Surtout si c'est occulte. Quand Shaitan lui fait du doute sur quelque chose, il considère qu'il est malade, donc il accepte le doute. Il s'est fait deux âmes. Une âme qui accepte ce doute, et maintenant, puisque de toutes les façons, quel que soit le doute que la personne a,
il ne peut pas se jeter dans le feu. Parce que tu doutes. Il ne peut pas y avoir incendie et que tu te mettes à l'intérieur. Donc il y a une partie de ta raison qui est encore apte. Donc cette partie de ta raison qui est apte, utilise ça pour faire une contre-vérité. Présent dans le quotidien de la vie, le doute est un sentiment naturel. Une remise en question négative pouvant impacter l'homme dans ses relations sociales, mais aussi et surtout dans sa pratique religieuse. Les informations sur la toile, c'est tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aminatou Yaye Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 1er mars 2023. La question de la paix et bien d'autres questions en Libye était au centre d'un entretien entre le président nigérien et un envoyé spécial du Premier ministre libyen. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu dans l'après-midi de ce lundi 27 février 2023 le ministre de la Jeunesse, Fatallah Al-Zani, envoyé spécial du Premier ministre libyen. Au terme de l'audience, M. Fatallah Al-Zani a déclaré à la presse que cette audience s'inscrit dans la droite ligne des bonnes relations entre les deux pays et aussi de tous les engagements qui ont été pris par les deux pays concernant la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD. Le ministre libyen d'indiquer avoir demandé au président de la République d'aider la SENSAD à pouvoir tenir la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui ne s'est pas tenue depuis plus de 4 ans et le président nous a très bien écoutés. Le président nigérien nous a rassuré de toute sa disponibilité pour que la stabilité et la paix règnent en Libye et dans tous les pays voisins. Il nous a également rassuré qu'il fera de tout son pouvoir pour que le SENSAD retrouve ses activités normales, a-t-il annoncé. Notons que cette audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de la République, conclut le site anp.ne. Élection présidentielle au Nigeria, les résultats donnent victoire à Tinubu, mais les partis d'opposition contestent selon NigerExpress.info. Le président de la commission peut-il nous brandir des résultats téléchargés afin que nous puissions les comparer avec ceux des responsables des commissions électorales des États, tempête le sénateur Dino Melaye du PDP. La loi électorale nigérienne reconnaît aux formations politiques le droit de faire part de leurs préoccupations concernant les résultats partiels. Mais les contestateurs accusent la commission de faire fi de leurs observations. Il a refusé de nous écouter. Nous avons fait des observations. Il veut que nous recevions et acceptions les résultats trafiqués qui proviennent des centres de vérification des différents États, explique El-Haji Oumar Farouk Ibrahim, secrétaire national du Parti travailliste. Allégation balayée par Mahmoud Yakoubou, pour le responsable des élections au Nigeria, les résultats publiés ont été authentifiés par les agents électoraux. 3 jours après le scrutin, les Nigériens attendent toujours de connaître le nom de leur prochain président. 3 candidats en faveur des pronostics. Il s'agit de Atiku Abubakar, Bola Tinubu et Peter Obi. Après la précédente élection présidentielle de 2019, il a fallu 4 jours aux responsables pour déclarer un vainqueur. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés samedi dernier à choisir parmi 18 candidats, dont une femme, l'homme qui succédera au président Muhammadu Buhari, qui ne se représente pas en vertu de la Constitution après 2 mandats à la tête du pays, conclut le site NigerExpress.info. RFI.fr, lui, dresse un portrait sur le plan politique de Tinubu. À bientôt 71 ans, Bola Tinubu devient le 5e président de la 4e République. Il succède ainsi à Olusegun Obasanjo, 1999-2007, Umaru Yar'Adua, 2007-2010, Goodluck Jonathan, 2010-2015 et Muhammadu Buhari. Le prochain président nigérian réalise enfin le rêve de toute sa vie. Grand favori de cette élection présidentielle 2023, l'ex-gouverneur de la province de Lagos a confirmé son rang en terminant largement en tête du nombre de suffrages cumulés,
même s'il a perdu à Lagos et à Kano, mais aussi dans la capitale Abuja. Yoruba musulman Bola Tinubu est un vieux routier de la vie politique nigérienne. Il a la réputation d'être un faiseur de roi et on lui a attribué l'élection de son prédécesseur Muhammadu Buhari à la présidence de 2015. D'ailleurs, durant la campagne électorale, il n'a pas caché que c'était son tour d'accéder aux plus hautes fonctions après avoir aidé d'autres personnes à satisfaire leurs ambitions politiques. Emi Kolon, c'est mon tour en Yoruba, un slogan que Bola Tinubu a répété sans cesse depuis l'annonce de sa candidature. Il a fait campagne aussi sur son bilan économique en tant que gouverneur, promettant de répondre aux revendications sociales des Nigériens, explique le site RFI.fr. Enfin, le président en exercice de la CEDEAO s'est entretenu avec le président tunisien selon aa.com.tr. Le président guinéen, également président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Sissako Mbalo, a annoncé dans un tweet mardi qu'il a eu un long entretien téléphonique avec le président Kais Saïd de Tunisie. Selon le président de la Guinée-Bissau, leurs échanges ont porté sur les propos contre les migrants africains résidant en Tunisie. Des clarifications ont été obtenues et la Tunisie est et restera une terre d'accueil africaine, a rassuré le président de la CEDEAO. Le président tunisien avait fustigé le mardi 21 février lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale des hordes de migrants clandestins venus d'Afrique subsaharienne. Il a affirmé que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée uniquement comme un pays africain et non comme un pays arabe et musulman. Saïd avait en outre associé des migrants au crime et à la délinquance. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci beaucoup Aminatou Yaya Maïga. Merci chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également pour votre fidélité. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.